Présentation pour la suite de votre émission, un projet, différents volets, une phase pilote et voilà qui se généralise au grand bonheur des bénéficiaires. Assurance pour le renforcement du capital humain, c'est ce projet porté par le PAG lancé en décembre 2016 et le chef de l'État qui avait promis sa mise en œuvre avant la fin de son mandat. Promesse tenue, c'est une grosse interrogation et nous avons pour vous sur ce plateau, venant Célestin Quenom, il est directeur général de l'Agence nationale de protection sociale, ANPS, et coordinateur du projet Arche. Bonsoir, monsieur Quenom. Bonsoir. Bienvenue sur ce plateau. Merci. On va tout de suite lancer le grand oral. Monsieur Quenom est déjà sur ce plateau, il est le coordinateur du projet Arche. Dites-nous, monsieur Quenom, de tous les volets portés par le Arche, par le projet Arche, quand on dit le Arche, c'est pour dire le projet Arche, lesquels ont pu être mis en œuvre à ce jour? Peut-être que je vous rappelle que dans le projet Arche, nous avons 4 grands volets, Oui, à savoir le volet assurance maladie, le volet formation professionnelle, le volet crédit et le volet retraite. Et donc de ces 4 volets, nous avons déjà lancé les phases pilotes de 3. Le premier volet ayant connu sa phase pilote est le volet assurance maladie. Et ensuite, le volet crédit avec l'accompagnement du Fonds national de microfinance. Et en décembre dernier, nous avons lancé le volet formation professionnelle. Donc voilà le point sur les volets qui sont déjà en cours de mise en œuvre dans le pays. Des projets ont été lancés pour la phase pilote ou c'est lancé et généralisé? Et non, pour les 3, c'est les phases pilotes. Mais par contre, pour le volet assurance maladie, nous sommes à la phase de généralisation. D'accord. Nous sommes en 2021 et pendant que le chef de l'État lançait le PAG, il avait promis la mise en œuvre de ce projet avant la fin de son mandat. Est-ce qu'on peut dire que la promesse à ce jour a été tenue? Oui, promesse totalement tenue, puisque depuis juillet 2019, nous avons lancé les phases pilotes donc, de ce projet Arche pour tester les différents mécanismes prévus et afin de s'assurer que dans une phase de généralisation, il n'y aurait pas de couac. Et je crois que cet engagement est tenu, cette promesse est tenue et l'engagement est respecté. Donc, depuis le 4 janvier dernier, nous sommes rentrés de plein pied dans les phases de généralisation des services du projet Arche. Oui. Alors, est-ce qu'il y a eu, dites-nous, est-ce qu'il y a eu des problèmes de mobilisation de ressources financières pour la mise en œuvre des différents volets? J'espère que vous n'imaginez pas, puisque un projet sous la rupture a la caractéristique d'être très bien ficelé et les ressources. Depuis 2018, le ministre des Finances a réussi à mobiliser plus de 84 milliards de francs CFA au profit du projet Arche. Et vous convenez avec moi que jusqu'à ce jour, on n'a pas pu consommer la moitié de ces ressources. Alors, parlant de l'assurance maladie généralisée, depuis quelques semaines, dites-nous comment ça marche, qui en sont les bénéficiaires, dites-nous tout sur l'assurance maladie. Merci. Et je vais peut-être vous rappeler que en juillet donc 2019, on avait lancé une phase pilote dans 4 communes choisies, 2 au sud, Abomey, Calavi et Soava, 2 au centre d'Assa, Glazoué, et 3 au nord, Djougou, Kopargo et Waké. Et donc, dans ces zones, nous avons distribué près de 105 000 cartes biométriques, cartes d'identité nationale biométriques, au profit des personnes démunies que nous considérons aujourd'hui comme les privilégiés du gouvernement de la rupture. Parce que ce sont les pauvres qui ont été les premiers à recevoir au Bénin les cartes biométriques qui leur donnent accès aux services de santé gratuitement dans les centres de santé pour un certain nombre de pathologies. Dans le panier de soins, nous avons à peu près 26 pathologies et actes de médecine. Et donc, depuis cette date-là, des bénéficiaires se sont rendus dans les centres de santé, ont été consultés gratuitement, ont bénéficié d'analyses gratuites et obtenu des médicaments gratuitement pour toutes les pathologies du panier de soins. À ce jour, je peux vous dire que nous sommes au-delà de 5000 bénéficiaires qui ont été aux soins grâce à leur carte, sur, bien entendu, les 105 000 cartes qui ont été distribuées. Vous pouvez peut-être remarquer la faiblesse de ce chiffre, qui est peut-être en autre dû à l'apparition du Covid-19, qui a ralenti l'accès dans les centres de santé de façon générale et donc pas de façon spécifique pour les assurés de Arche. Ce qu'on a également observé,
c'est le doublement de la proportion de pauvres qui se rendaient dans le centre de santé. Par le passé, c'était à peine 2,5% de pauvres qui se rendaient dans le centre de santé quand ils tombent malades. Aujourd'hui, nous sommes à 5,7% de pauvres qui vont aux soins grâce à leur carte d'assurance maladie. Dans les localités, en général, pendant toute la période de la COVID-19, c'est environ 3,5% de gens qui se rendaient dans les centres. Mais au même moment, parmi les pauvres, c'était aux alentours de 4,5% qui se rendaient dans les centres de santé. Donc, nous constatons un effet net d'amélioration du comportement des gens vis-à-vis à l'accès aux soins de santé dans les centres de santé grâce à la distribution des cartes d'identité biométrique pour la prise en charge de leurs services de santé par le projet ARCHE. Oui, Monsieur Kondom, je ne trahis aucun secret ici. Généralement, quand on sait que les soins sont gratuits dans nos hôpitaux, le traitement va avec aussi. On vous méprise, on vous laisse là traîner. Qu'est-ce qui a été pris comme dispositif? Le ministère de la Santé est totalement associé à ce projet. Et le ministre, en plus du ministre des Affaires sociales, qui est la présidente du comité national de suivi du projet, le ministre de la Santé est membre du comité. Et toutes nos difficultés sont relayées au fur et à mesure pour être corrigées. Le ministre de la Santé a pris les dispositions. Le personnel soignant a été formé, sensibilisé pour cette fois-ci adopter les bons comportements. Peut-être que tout ne va pas être changé du jour au lendemain, il pourrait toujours avoir des cas isolés, mais de façon générale, les bénéficiaires sondés au bout d'un an ont reconnu une nette amélioration de la qualité des soins dans les centres de santé, surtout qu'à la fin, ils s'en sortent avec des médicaments et des soins sans rien payer. Dites-nous comment ça fonctionne. Nous avons donc un ensemble de 26 pathologies tout à fait, qui sont prises en compte, le paludisme, et les fractures, et les petites opérations chirurgicales, appendicite, etc. Les accouchements par voie basse, comme ils le disent, et puis les accouchements par césarienne sont totalement pris en charge dans le cadre de ce panier. Il suffit pour les bénéficiaires détenteurs donc de la carte d'identité nationale biométrique qui ont une validité de leur assurance maladie de se présenter dans le centre de santé avec leur carte. La consultation est gratuite. Les analyses sont gratuites pour toutes les pathologies du panier de soins et ensuite ça donne droit aux médicaments. Donc, vous comprenez que dans un processus comme celui-là, les populations sont rassurées cette fois-ci que c'est du sérieux et que l'assurance maladie de ARCHE fait totalement la différence par rapport à ce qu'ils ont connu par le passé. De la phase pilote à ce jour, M. Kondom, combien le gouvernement a-t-il déjà injecté dans le volet assurance maladie pour soigner les populations vulnérables? Nous avons obtenu une autorisation pour le budget de la phase pilote d'un montant de 2,855 milliards qui nous a permis non seulement d'offrir les cartes biométriques gratuitement aux bénéficiaires, d'approvisionner tous les centres de santé de la zone pilote en médicaments, c'est plus de 100 millions de francs CFA en médicaments pour ces centres et les services qui ont été par la suite payés aux centres de santé pour les prises en charge de nos bénéficiaires. Donc c'est à peu près, disons, 2,8 milliards que le gouvernement a injecté dans le processus de la phase pilote au profit des bénéficiaires. Oui, c'est vrai que par le passé, des Béninois ont souscrit au RAMU et avaient payé mais n'avait jamais été soigné. Est-ce que vous avez prévu ces cas de figure là aussi? Est-ce que c'est la même chose, dites-nous? Non, je vous rassure que pour le moment, notre expérimentation montre que non seulement les gens n'ont pas payé, ils ont bénéficié gratuitement des services de l'assurance maladie et nous leur apportons la preuve que cette fois-ci, ça se fait de manière différente. C'est vrai, les premiers bénéficiaires sont considérés aujourd'hui comme des privilégiés. Quoi qu'ils soient les plus démunis de notre société, le gouvernement a voulu qu'on les intègre de façon prioritaire dans le processus avant d'ouvrir le dispositif à ceux qui seront amenés à payer par eux-mêmes leur prime d'assurance maladie. Justement, la souscription à l'assurance maladie, est-ce que ça devrait être obligatoire? Comment ça va fonctionner? Oui, la vision du gouvernement, c'est de rendre obligatoire au regard des bienfaits de l'assurance maladie pour toute la population. Le gouvernement envisage, bien entendu, rendre obligatoire l'assurance maladie pour toute personne résidant au Bénin. Mais vous aurez probablement le choix d'aller prendre votre assurance maladie dans une compagnie privée ou venir à l'Agence nationale de protection sociale pour prendre votre assurance maladie.
Quand on dit tout le monde, c'est fonctionnaire, c'est nous autres du privé, c'est tout le monde. Ah oui, c'est tout le monde, c'est tout le monde. Et l'État va se faire le plaisir d'offrir à tous ses salariés, à tous ses endroits, il le faut surtout. L'assurance maladie, donc avec une prise en charge complète allant jusqu'aux médicaments. Ouais. Et donc cette fois-ci, c'est une révolution qui est en cours de préparation, qui va toucher tous les Béninois, et quelles que soient leurs conditions socio-économiques. Il y en a forcément, monsieur Kenom, qui ont déjà souscrit à des assurances. Dans ce cas, qu'est-ce qui va se passer? Non, on a une période d'1 an pour peut-être rentrer dans le caractère obligatoire pour tous. Si quelqu'un trouve son assurance maladie de meilleure facture ou prenant en charge plus de pathologies, c'est un assureur privé, il a toute la liberté d'aller souscrire son assurance maladie là-bas. Et par contre, puisque l'assurance maladie de l'État serait une assurance de référence, j'imagine que beaucoup seraient intéressés à venir prendre l'assurance maladie dans l'Agence nationale de protection sociale, quitte à aller chercher des complémentaires auprès des assureurs de la place. Très bien. Pour les privilégiés, la phase pilote, ça a déjà eu lieu. Pour les privilégiés, quel retour avez-vous déjà eu de la part de ces privilégiés-là? Nous avons un taux de satisfaction de l'ordre de 86%, aussi bien pour la qualité du service que la qualité des prestations du personnel soignant. On a un très bon retour. Par contre, on a à peu près 14% de pas totalement satisfaits du fait que leur affection ne se trouve pas encore pour le moment dans le panier de soins. Parce que nous avons un panier de soins donc, qui est limité à un certain nombre d'affections. Vous avez des affections lourdes et de longue durée qui ne sont pas pour le moment dans notre panier de soins, ce qui fait que ceux qui souffrent de ces affections ne sont pas totalement satisfaits et on comprend. Et on y travaille activement. Mais nous voulons un dispositif sécurisé qui pourra durer dans le temps. Parce que c'est l'autre défi, rendre durable le processus d'assurance maladie dans notre pays. Oui, est-ce que la phase pilote dans les 7 communes, 2 au sud, 2 au centre et 3 au nord, est-ce que cette phase pilote vous a permis aujourd'hui de corriger un peu certaines choses? Qu'est-ce qui a été corrigé alors? Oui, le premier problème corrigé, c'est la disponibilité des médicaments de qualité remis dans les centres de santé directement aux bénéficiaires. D'accord. Le deuxième problème, c'est la sensibilisation du personnel soignant pour la prise en charge des détenteurs d'une assurance maladie. Parce que l'accueil est le premier facteur de guérison de malades. Oui. Donc, si nos malades sont rassurés et qu'ils sont dans de bonnes mains en allant dans les centres de santé, ce serait déjà quelque chose de très formidable qui rassure les uns et les autres sur la qualité du service qu'ils auraient rendu dans le cadre de l'assurance maladie de Arche. Ça veut dire que quoi qu'on dise, la phase pilote avait tout son sens. Exactement. La phase pilote nous a beaucoup apporté en termes d'enseignement, de comportement et de dispositifs à prendre. Parce que tout ce qui est prévu sur papier ne fonctionne pas comme sur des roulettes à la pratique. Nous avons eu le temps donc de voir venir les difficultés et de les surmonter au fur et à mesure. À ce jour, je suis totalement rassuré que nous allons vers une phase de généralisation avec beaucoup d'assurance et de sérieux, ainsi que de la sérénité, et grâce aussi à l'accompagnement des autorités qui nous appuient, et le ministre des Affaires sociales qui est tout le temps au charbon et qui... On l'a d'ailleurs vu sur le terrain, à Calavi, exactement, dans beaucoup de communes. Elle nous accompagne jusqu'au nord, à Djougou et un peu partout, pour s'assurer du bon fonctionnement du dispositif de l'assurance maladie de Arche. Est-ce que quand vous allez, il vous est permis d'écouter en toute discrétion les prises en charge, les personnes prises en charge, je veux dire, les vulnérables? Oui, les vulnérables. Et vous savez, on a écouté vraiment leur récrimination, savoir ce qu'ils reprochent peut-être. On a fait 2 fois l'exercice aussi bien à Calavi qu'à Dassa. Et on s'est permis de donner nos numéros de téléphone à des patients pour dire si vous avez un souci, appelez-nous. On a eu des plaintes sur certains services, mais également on a eu des surprises. Certains bénéficiaires disposant de leur carte, les gardent soit à la maison ou dans un portefeuille, vont aux soins, ne savent pas qu'il faut brandir la carte pour bénéficier des services, on les fait payer. Et c'est fortuitement que quelqu'un se rend compte, mais tu as la carte, ou bien l'autre n'a pas payé, qui se rend compte, mais j'ai la carte. Et donc, ce n'est pas encore rentré dans toutes les habitudes de tous les bénéficiaires de savoir que la carte est un sésame qui ouvre la porte des centres de santé gratuitement pour eux. Il faut aller vers une sensibilisation. Il faut aller vers une sensibilisation. Vous avez pensé déjà à ça, monsieur? Bon, c'est vrai qu'on a fait une sensibilisation que je pourrais considérer comme timide au début, parce que toutes les communes n'étaient pas concernées. Si nous faisons une communication à grande échelle, et les gens seront déçus de savoir que leur commune n'est pas encore impliquée. Mais cette fois-ci, nous pensons aller à une communication grand public, parce que toutes les communes seront bientôt enrôlées dans le processus, et les gens pourront bénéficier de l'assurance maladie de Arche. Pour ce qui est des personnes vulnérables, est-ce que elles ont déjà toutes été prises en compte, ou au fil du temps, on va actualiser la liste? Nous avons un grand répertoire de ménages identifiés.
Et depuis novembre dernier, le 23 novembre plus précisément, nous avons enclenché avec l'INSAE le ratissage de toutes les communes qui restent. On avait fait l'exercice dans 21 communes, 7 ont été utilisées comme pilotes, 14 sont prêtes, donc autonomes, pour rentrer directement dans le processus de généralisation. Sur les 56 autres communes, nous venons de finir 36 communes. Et très prochainement, l'ISAE va nous transférer la base qu'on enverrait à l'Agence nationale d'identification de la personne, ANIP, qui garantit la production des cartes. Le gouvernement a précommandé 1 million de cartes biométriques pour ceux-là qui seront très prochainement enrôlés dans notre base. Oui. Et d'ici quelques mois, ce seraient les 77 communes qui seront totalement couvertes par l'assurance maladie de Arche, et puisque nous avons pris les dispositions et nous avons obtenu les autorisations du gouvernement. Est-ce que vous avez prévu, M. Kenom, les cas de personnes qui sont aujourd'hui vulnérables, mais qui peut-être d'ici 2 ou 3 ans vont franchir le palier et entrer dans la classe des personnes de certains niveaux? C'est tout notre souhait. Et le mécanisme d'identification prévoit également donc, le mécanisme de déclassement. D'accord. Au bout de 3 ans, nous devons réauditer la base, Très bien. reprendre le processus dans toutes les localités de notre pays pour intégrer ceux qui seraient entre-temps devenus un peu plus vulnérables et sortir de la base ceux que notre dispositif a permis de sortir de leur situation de précarité. Ah oui, il y a également le volet crédit. À ce niveau, qu'est-ce qui est prévu, dites-nous? Et à ce niveau, nous collaborons avec le Fonds national de microfinance qui a un système très performant de mise en place de crédit par un mécanisme de finance digitale, donc crédit électronique. Et ce mécanisme a été déjà testé dans une phase pilote en 2019. En 2020, on devait aller vers une généralisation, mais quelques contingences ont empêché la généralisation. Mais cette année, nous rentrons de plein pied avec le Fonds national de microfinance dans la phase de généralisation des crédits de Arche. Et la spécificité des crédits de Arche, c'est que ce sont des crédits taillés sur mesure par secteur d'activité. Les agriculteurs auront des conditions spécifiques qui correspondent à leur rentrée de ressources, puisqu'un agriculteur ne gagne pas des revenus tous les jours. Oui. Nous allons aligner notre crédit sur leurs caractéristiques. Les commerçants, peut-être par semaine, ont des rentrées de ressources, auront leurs conditions spécifiques. Et cela ne vous a pas échappé qu'en 2018, avec le ministère de l'Artisanat, on avait engagé un processus d'identification et d'enrôlement dans le RABIP des gens suivant leur profession. C'est pour Arche qu'on doit recenser les gens en fonction de leur profil socio-professionnel. Parce que nous aurons formé des artisans, nous aurons formé des agriculteurs et ils auront accès à nos crédits. Nous voulons nous assurer que ceux qui viennent se présenter pour dire qu'ils sont commerçants ou agriculteurs ont été recensés comme tels dans la base du RABIP et renseignés sur leur carte biométrique. En clair, le projet Arche est en bonne voie. Exactement, le projet Arche est en très bonne voie et inspire confiance aussi bien aux autorités qu'aux bénéficiaires sur le terrain. Monsieur Kenom, vous avez un mot de la fin? Je vous remercie pour l'invitation et j'aimerais profiter donc de votre antenne pour faire un appel aux populations détentrices de nos cartes biométriques. Ou si vous avez des parents qui possèdent notre carte biométrique qui donnent droit à l'assurance maladie, informez-les qu'ils doivent se rendre dans les centres de santé dès qu'ils ont un problème, petit souci de santé. Très bien. Leur santé est garantie aujourd'hui grâce à notre carte d'assurance maladie de Arche. Merci, Venant Célestin Kenom, coordinateur du projet Arche. Merci d'être passé sur le grand oral. On va installer Herman Metton pour la rubrique La Voix du Conso. Votre chaîne Canal 3 Bénin à portée de main. Découvrez désormais, depuis votre smartphone ou tablette, toute l'actualité nationale et internationale, vos émissions préférées de la chaîne Canal 3 en live 24/24, où que vous soyez, à travers son application disponible en téléchargement libre sur Play Store. Canal 3 et sur le www.canal3television.com, vous êtes les bienvenus. Canal 3, la passion de l'image.
Vous aimez la qualité, vous exigez la finesse. Pour tous vos travaux en impression, flyers, affiches, dépliants, brochures, calendriers, facturiers, faire-part, carte de mariage, carte de visite et vos travaux en sérigraphie. Une seule adresse, l'imprimerie du groupe de presse Fraternité qui vous propose des prix défiant toute concurrence. Imprimerie Fraternité, c'est une équipe dynamique avec du matériel de dernière génération capable de vous produire en quantité, qualité et avec célérité. Imprimerie Fraternité, nous sommes situés à Ménotin dans l'avant de la station Sonacop. Contact 97 60 79 34 95 34 10 47. À l'imprimerie du groupe de presse Fraternité, la qualité est garantie. Il est déjà avec nous, Herman Metton, bonsoir. Bonsoir, monsieur Herman Aniaboso. Vous êtes le président de l'association Bénin Conso et Droits de l'Homme. Nous allons parler ce soir du pain. Ah oui. Cet aliment de base. Vraiment. Cette denrée de première nécessité. Alors, dites-nous, que consommons-nous en matière de pain? Monsieur Herman Aniaboso, c'est un sujet important, le pain. C'est toute une thèse là. Hein? Cet aliment-là qu'on consomme presque tous les jours, qui est dans notre vécu quotidien. Tout à fait. Le pain que nous consommons aujourd'hui, ou le pain produit dans certaines localités, n'est pas du bon. Vraiment pas du bon. Je ne vais pas dire. Et vous le dites comme ça, tout le go, sans... Oui, et je vais vous démontrer pourquoi je dis ce que nous consommons. Je ne vais pas dire que c'est du poison, mais nous consommons assez de microbes. Wow. Avec Saint-Péla. Regardez, M. Herman Aniaboso, quand vous prenez certaines voies principales, la manière dont le pain est exposé. Le pain est exposé aux intempéries, à toutes sortes de poussières, excusez-moi le terme, de crachat, dans un environnement totalement insalubre. Et on ne protège pas du tout le pain. Vous voyez une mouche qui quitte un endroit avec peut-être de la matière, de la boue qui va se poser sur le pain. Le consommateur prend par là, il achète, il rentre chez lui, il mange. Nous ne consommons pas du bon pain dans certaines localités, aux abords surtout des voies. Monsieur Emmanuel Niamboso, le pain n'est pas de la banane. Ouais. Ou lorsque vous le prenez, il faut enlever l'emballage d'abord. Ouais. La banane, vous enlevez l'emballage. Mais le pain, quand vous prenez directement, c'est à la bouche. Directement, oui. Il ne subit plus une autre forme de cuisson avant d'aller à la bouche. C'est là le vrai danger. Je vais demander à Cana 3 de faire ce travail-là, de longer les artères pour voir comment les pains sont exposés dans les paniers, sur le trottoir. Vous allez comprendre, vous aurez même peur pour votre santé. Et l'autre chose, comment pouvez-vous imaginer, monsieur Aniamboso, que l'on vend 3 pains à 100 francs? Alors que pour le pain, il faut le levure améliorant, il faut du sel, il faut de la glace. Si vous achetez une farine de blé de quantité, de qualité, j'allais dire, est-ce que vous pouvez vendre le pain, 3 pains à 100 francs? Il y a problème. Parce que lorsque vous achetez des choses, bon, les intrants de qualité... 3 pains à 100 francs, ça se vend... Ça se vend à Carrefour, comment dire, Khedila. Oui. Non, mais c'est connu de tout le passé. Nous sommes arrivés à un moment où, M. Herman Aniaboso, il faut dire la vérité aux consommateurs pour qu'ils comprennent. Et pour que ceux-là qui ne veulent pas respecter la réglementation à vigueur pour mettre du bon pain à la disposition des consommateurs se ressaisissent là. Ils puissent quitter carrément le secteur. Parce qu'il y a autre chose. Et parce que vous êtes un peu silencieux aussi. Non, nous ne sommes pas silencieux. Il y a même un ministre du Commerce qui a donné de la voix. Depuis 2015, on a commencé un travail. Avec l'actuel deuxième vice-président, non pas deuxième adjoint au maire, mairie de Cotonou, M. Garcia Diagoni, en APEB. On a fait beaucoup de luttes. Il y a des boulangeries qui sont dans des maisons, qui ne sont même pas connues. Les gens se lèvent à 3h, à 4h. Boulangerie clandestine, quoi. Oui, clandestine, et finissent de préparer le pain, partagent avant 6h. C'est normal ça. Et lorsqu'on vient à Léa Nokoyobea,
Maman Léa n'est pas là, on met 20 pains là, et puis on continue. C'est carrément du désordre. Et ces boulangeries-là qui font l'effort, monsieur Anyambosu, de produire du bon pain, de les mettre dans les conditions qu'il faut. Lorsque la pagaille s'est installée et que le gouvernement n'arrive pas à saigner ce milieu-là, les autres parfois sont tentés. Parce qu'il y a des gens qui protègent le pain, qui produisent du pain dans de très bonnes conditions. Vous voyez que là, vous achetez vous-même, vous voyez que, attention, ce que vous voulez manger là, c'est du bon, c'est du sain. Mais les autres qui sont dans la fraude et qui sont partout, ne payent pas d'impôts, rien du tout, ne sont même pas connus des services du fisc. C'est ceux-là qui foutent le bordel et empoisonnent le consommateur au jour le jour. Aujourd'hui, n'êtes-vous pas étonné de voir dans les hôpitaux, dans les centres de santé, des malades souffrant d'insuffisance rénale, faiblesse sexuelle, et comment on appelle lorsque vous perdez, vos gens ne sont plus actifs, la paralysie. La paralysie, voilà autant de choses parce que quoi? Ce que nous consommons là, c'est d'abord le premier médicament. c'est d'abord le premier. Nous, on a l'habitude de dire que ton aliment soit ton médicament. Oui. Mais le gouvernement doit assainir le secteur du pain. Parce que la lutte qu'on fait, excusez-moi, qu'on fait contre l'essence frelatée appelée payola, normalement, cette lutte devait être orientée vers les boulangeries clandestines, ceux qui fabriquent de n'importe quoi sur le terrain là. Normalement, la lutte enclenchée contre payola, quand vous mettez dans votre véhicule, moi je ne prends jamais. Quand ça tombe malade, vous pouvez acheter une autre pompe, non? Une autre pièce. Mais l'organe humain là, lorsque votre cœur ne fonctionne plus tellement là, est-ce que vous pouvez aller acheter encore un cœur quelque part bien? Ou le foie quelque part, ou le pancréas. Merci, il n'y a pas son marché. Justement, d'où la nécessité d'orienter la lutte vers ce secteur. Vous avez pointé du doigt les boulangers, certains boulangers véreux, pour ainsi dire, les vendeuses de pain également, certaines vendeuses de pain également. Mais il y a que les autorités aussi doivent agir pour assainir le secteur, ce qui ne se fait pas avec votre collaboration. Surtout. Non, c'est ce que je dis. Vous êtes un peu trop taiseux, vous êtes un spectateur joyeux. Non, pas du tout alors. Pas du tout. Je viens de vous dire qu'on a fait assez de choses. J'ai donné l'exemple de M. Gassien à Diagboni. Parce que M. Enyamana, quand vous prenez une boulangerie, normalement, tous ceux qui travaillent dans les boulangeries là doivent faire des visites médicales répétées. Vous allez dans une boulangerie et vous, question doit être capable de dire à tel monsieur qui malasse, qui fait tout ça là, il est en bonne santé, visite médicale. Parce que si quelqu'un est tuberculeux et que c'est lui, c'est le soir là, c'est lui qui commence par, au cours de la production, il est en train de tousser par exemple. Ou vous voyez des gens, nous on a fait des choses, on est sorti à 2h, à 1h du matin pour parcourir certaines boulangeries où les gens transpirent. Comment pouvez-vous imaginer qu'on est en train de produire le pain et on a cuit dans la bouche? Et on nous fait croire que c'est la sueur qui permet d'avoir du pain, je suis désolé. de bonne qualité. Je suis vraiment désolé, monsieur Herman Anyambosu. Tout ça là, c'est du désordre et c'est le ministère du Commerce qui doit taper du poing sur la table pour dire ce que nous voyons dans la production du pain livré aux consommateurs là, ça n'honore pas notre pays, ça n'honore pas l'environnement. Mais regardez, il y a la boue à côté. Vous voyez la dame, elle vend du pain ici. Ou bien elle va aux toilettes. Au retour, elles n'ont pas l'habitude de laver leurs mains. Directement, on prend le pain et on vend aux consommateurs. C'est du poison. Donc moi, je demande à l'État d'orienter sa lutte là. Je ne dis pas non pour les paillots, mais il faut viser ça là d'abord pour que le consommateur ait à disposition un pain de qualité, propre à la consommation et non le poison que nous voyons au bord de certaines voies qu'on est commercialisé, qu'ils ont pignon sur rue. Sinon, vous achetez quel genre de farine de blé? Quelle levure améliorant? Vous utilisez quel genre de sel? Et on a un pain à ce prix-là qui ne respecte même pas les normes éditées par le ministère. Justement, quand vous avez fini de parler des saletés ou des conditions d'hygiène du pain, il faut également parler du grammage, vous appelez, non? Oui, du grammage, parce que le pain, normalement, ce qui est vendu aujourd'hui... Ça pèse de moins en moins Non, ce qui est vendu aujourd'hui, d'abord, ils achètent, je ne vais pas appeler certains produits pour donner de la forme au pain. Lorsque vous achetez, c'est bien bombé, c'est bien joli. Mais dans le fond... Non, il n'y a rien à l'intérieur. Avant, là, quand on achetait, on laissait ce qui est à l'extérieur, là, c'est quand vous prenez ça, là, c'est ce qui est à l'intérieur, là, que vous mangez d'abord suffisamment. Mais aujourd'hui, on n'en trouve plus. Et malheureusement, pour vous, si ça fait 24 heures... Mais aujourd'hui, il n'y a pas ça. Tout est sec, monsieur Emmanuel Niabousou. Moi, je voudrais demander au gouvernement
ce secteur-là nous préoccupe beaucoup, 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 parce qu'ils sont des milliers de consommateurs à acheter tous les jours des pains qui sont produits dans de mauvaises conditions, des boulangeries clandestines où ceux qui travaillent dedans ne font même pas de visite, mais on ne sait pas qui est qui et qui fait quoi. Et on finit tout. Les pains qui ne sont même pas protégés. La police devait même arrêter même les pains là qui sont exposés au bord des voies sans protection, sans rien du tout. Et autoriser, encourager ceux-là qui font l'effort de protéger le pain et de faire en sorte que les décisions gouvernementales soient respectées, monsieur. Pour que la santé du consommateur soit préservée. Normalement. Et c'est ça notre lutte. Monsieur Metton, est-ce que vous pensez que vous pourrez venir à bout de cette lutte-là? Le pain, oui, denrée de première nécessité, nous pouvons, aliments de avec base, le soutien des autorités. L'autre qui est là maintenant, il occupe un bon poste. S'il peut déjà, avec le fauteuil qu'il occupe aujourd'hui, vous voulez parler de deuxième adjoint? Monsieur Gatien Adjoint, reprendre langue avec nous pour mener cette lutte-là, parce qu'on a fait des émissions à la radio un peu partout pour dénoncer, mais jusque-là, il reste encore beaucoup de choses à faire et c'est le gouvernement qui doit dire maintenant halt pour que son peuple, sa population consomme du bon pain. Et quand on dit halte dans un camp militaire, on ne fait plus un pas de plus, on reste debout là et la suite, ça vient. Ce sera tout pour ce programme. Je voudrais finir pour demander à la population de faire en sorte que les gestes barrières, parce que coronavirus, lorsque je vois ce qui se passe à l'étranger, attention, nous, on remercie Dieu, mais il faudrait qu'on continue par remercier Dieu. Pour continuer par remercier Dieu, nous devons respecter les gestes barrières pour ne pas dire, bon, c'est en train de finir parce qu'on commence par relâcher, ce n'est pas bien. Chers consommateurs, chère population, reprenez rigoureusement, scrupuleusement les gestes barrières pour ne pas tomber dedans. Merci, M. Anyambosso. Ce sera tout pour ce programme. Nous sommes vendredi, on se retrouve lundi, même heure, même plateau, même posture. À très vite.